BFM Business, la librairie de l'Écho. Les livres d'ailleurs. Benaouda Abdelhaim, joueur d'échecs Benaouda ou pas? Non, plutôt de dame quand j'étais enfant. Ah voilà, donc pas plus que nous. Benaouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par l'Indonésie et ses startups technologiques. Oui, l'Indonésie, présentée comme la troisième démocratie au monde, a voté ce mercredi. Le président Joko Widodo quitte ainsi le pouvoir muni d'une cote de popularité particulièrement élevé, c'est extrêmement étonnant. L'un de ces facteurs de cette popularité, c'est une modernisation extraordinaire de la première économie d'Asie du Sud-Est. Dans une note, le gestionnaire américain d'actifs PIMCO a mis en exergue d'énormes progrès dans le numérique et nous en avons ici dans ce travail de recherche toute l'illustration. C'est une publication conjointe de l'Institut SMERU de Jakarta et de la Banque asiatique de développement. Il est expliqué comment ce basculement numérique national participe à modifier aussi les processus de production vers une industrie 4.0, sachant qu'à présent, l'industrie manufacturière est devenue le premier contributeur à une croissance économique qui atteint 5% en Indonésie. Palmira Permata-Bashtiar et ses co-auteurs se penchent alors sur cet écosystème des licornes indonésiennes, c'est-à-dire des startups valorisées plus d'1 milliard de dollars. Quelques noms, Gojek, Bukalapak, Ovo, Tokopedia, GNT Express et d'autres permettent ainsi aux Indonésiens maintenant de se commander à manger, de transférer de l'argent, d'organiser un voyage, de consulter un médecin ou de suivre une formation. Et ce document particulièrement instructif étudie 4 domaines d'application de cette tech indonésienne: l'agroalimentaire, l'éducation, la santé et la transition écologique. L'équipe d'analystes indonésiens explique que cet essor peut avoir un impact approfondie pour le développement socio-économique du pays, avec à la clé, comme il est de coutume, une série de recommandations, parce que même s'il est souligné combien l'État indonésien sous Jokowi, le président Jokowi, depuis 4 ans essentiellement, structure les programmes de soutien à la tech nationale, le financement reste très difficile à réunir dans ces 4 secteurs, car perçu comme encore à très haut risque. Plus d'options de financement au premier stade pour fournir un fonds de roulement aiderait les startups indonésiennes et à démultiplier ce nombre de licornes, à dépasser la vallée de la mort, je cite, pour ces entreprises. Alors, je vous cite le titre de l'étude suivante dont vous allez devoir... Ça sera explicité. Voilà, parce que l'ésotérisme est assez présent. Perception divergente du format Visegrad 4+, et limite de la coopération Visegrad 4+, Japon. Alors de quoi s'agit-il? Je sens que c'est très important, Benaouda. C'est très important parce que rappelons que le groupe de Visegrad compte 4 membres, 4 pays d'Europe centrale, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque, d'où ce V4. Et il a été formé en 1991 dans l'objectif de structurer les coopérations entre ces États d'Europe centrale qui furent de l'autre côté du rideau de fer avant d'intégrer l'Union européenne. Mais la proximité historique, géographique, culturelle de ce V4 par rapport à l'Europe occidentale n'efface certainement pas les divergences politiques en son sein de ce groupe, en fonction de l'accession ou bien le départ de telle ou telle majorité parlementaire. Et on le voit de nouveau actuellement de façon frappante entre un axe à grands traits Varsovie-Prague face à un axe Budapest-Bratislava, ce qui rend difficile de dégager des positions à défendre ensemble à Bruxelles lors des conseils européens. Et en plus, les éventuelles coopérations à 4 avec un partenaire extérieur, d'où le plus, sont devenus extrêmement aléatoires. Michal Kolmas, du département d'études asiatiques de l'Université métropolitaine de Prague, présente ici la relation entre le V4 et le Japon, considéré comme le principal partenariat dans ce format depuis 20 ans, en raison de l'influence grandissante dans cette région de la Chine. Il ne s'agit plus, je cite ce chercheur tchèque, que d'un forum politique marginal vu de Tokyo. Les membres du groupe de Visegrad ont des perceptions différentes de la menace, avec peu d'intérêt ressenti à creuser ensemble la coordination économique avec les Japonais, quand bien même il s'agisse de la deuxième économie d'Asie et le contrepoids le mieux doté face à la puissance chinoise. En conséquence, pour l'auteur, si même le V4 plus Japon
se vide de sa substance. Comment le groupe de Visegrad, le V4, pourrait-il encore revendiquer une coordination de politique étrangère? Et pourtant, d'après cet universitaire tchèque, il demeure improbable que le V4 se dissolve parce que là aussi, ça supposerait une action politique, une volonté radicale de l'un de ses membres et aucun d'entre eux ne veut actuellement consacrer de l'énergie à cette rupture. Alors chacun attend que le vent politique, une fois encore, tourne dans son sens, que ce soit pro-libéral, pro-européen, pro-conservateur, ça tourne. C'était très clair, Benahouda. On s'intéresse maintenant à l'insécurité au Mexique qui a un impact sur la consommation privée. Oui, c'est le LACEN. Le LACEN, c'est le laboratoire mexicain d'analyse économique et commerciale basé dans la capitale mexicaine qui a sorti le mois dernier cette recherche. Elle établit à quel point l'insécurité dans ce pays latino-américain ampute la consommation privée et provoque une diminution de la confiance globale du consommateur. José Ignacio Martínez-Cortés et ses collègues l'abordent comme un paramètre macroéconomique, comme un autre, qui en soi fait fluctuer la croissance du produit intérieur brut. C'est dire l'importance de ce phénomène pour le Mexique. Au 4e trimestre 2003, selon l'enquête nationale de sécurité publique urbaine, 59,1% des personnes majeures interrogées font part de leur sentiment de ne pas vivre en sécurité, et cela à travers 75 villes du Mexique, 65% des femmes, 52% des hommes, ce qui amène à modifier son comportement quotidien, son comportement vis-à-vis de la consommation. On ne porte pas d'objets de valeur, on évite les bijoux, on ne sort pas sa carte bancaire au minimum, on limite les retraits d'espèces, etc. On empêche les sorties de loisirs de ses enfants, de prendre un transport, de se rendre au restaurant, de se rendre au spectacle, etc. Ce qui cumulé aboutit, y compris, à une décélération des achats de fin d'année, donc ça couvre le 4e trimestre, par rapport au potentiel a priori du niveau de vie, du niveau de pouvoir d'achat des Mexicains. Et ces économistes sont amenés à évaluer ce paramètre de l'insécurité dans les pronostics de consommation, car une majorité des Mexicains interrogés pensent qu'au mieux cette situation se stabilisera. Un quart pense qu'elle va empirer, sachant qu'au sein de l'OCDE, le Mexique se classe sur cet indicateur de sécurité publique et de sentiment à son égard déjà extrêmement en retrait, avec de loin le taux d'homicide le plus élevé, 10 fois la moyenne de l'OCDE. Donc la perception de l'insécurité combinée aux anticipations d'inflation, d'emploi et de taux d'intérêt risque de peser, d'après cette analyse, sur les dépenses des ménages mexicains. 2024 se profile comme la clé pour surmonter, je cite, ces défis de l'inquiétude mexicaine. Le coût de l'insécurité. Merci beaucoup, Benahouda Abdelnaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.